Destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. En ce moment même, l'industrie des croisières dépense des milliards de dollars pour construire de véritables... des villes flottantes, littéralement. Ah ouais, des monstres des mers. Exactement. On parle de mastodontes qui peuvent accueillir 5000 voire 6000 personnes. Avec les pistes de karting, les montagnes russes, tout le kit. C'est ça. Puis ils ont des applications mobiles qui envoient des notifications à la seconde pour maximiser la stimulation. Fait que c'est le bruit, l'adrénaline, la frénésie totale. C'est vraiment la course à l'armement dans l'industrie. Ben oui. Mais au milieu de tout ça, il y a une compagnie qui fait exactement l'inverse. C'est ce qui est fascinant. Une entreprise qui refuse catégoriquement de construire de nouveaux navires géants, qui mise tout sur la musique classique et l'art authentique, puis contre toute attente, elle génère des profits massifs. C'est le paradoxe parfait du voyage moderne. Pendant que toute la concurrence parie sur la surcharge sensorielle pour attirer l'attention, eux, ils prouvent que l'antitendance peut devenir la stratégie la plus lucrative. Le choix délibéré de la retenue, dans le fond. Exactement. Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, notre dossier se penche sur un guide de voyage hyper détaillé qui a été publié en cette année 2026 par Aéria Voyage. Rédigé par Yvan Junior Blanchette, un vrai spécialiste du domaine. Oui, et l'analyse de fond en comble les rouages de Holland America Line. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre cette stratégie-là. Qui est assez unique, disons-le. Totalement. Fait que, comment une entreprise de transport maritime née en 1873 réussit-elle à dominer une part de marché aussi convoitée aujourd'hui sans jamais essayer de concurrencer les parcs aquatiques flottants? Ce qui est particulièrement pertinent avec l'analyse d'Yvan Blanchette, c'est que ça résonne bien au-delà du monde maritime. Ah oui, hein? Ben oui, pour quiconque observe le monde des affaires aujourd'hui, ou même pour les gens qui se sentent juste écrasés par le rythme effréné de la vie moderne, cette étude de cas-là démontre qu'il y a une demande colossale pour le voyage intellectuel. Une soif de profondeur culturelle. Exact. C'est très silencieux comme tendance, mais incroyablement rentable. Puis, pour vraiment comprendre ce qu'ils vendent en 2026, j'ai remarqué dans le rapport qu'il faut remonter super loin en arrière. Ah, très loin. Je suis vraiment surprise de lire que la fondation de la marque n'avait absolument rien à voir avec les vacances ou le luxe. On parle de la NASM, fondée à Rotterdam en 1873. C'est ça. Au départ, c'était de la pure logistique utilitaire, hein? Exactement. C'était l'équivalent maritime d'une compagnie de fret ferroviaire d'aujourd'hui, dans le fond. La mission, c'était de déplacer des biens industriels et des travailleurs à travers l'Atlantique Nord. Avec un horaire ultra strict. Oui, mais le point crucial de leur histoire, c'est vraiment le facteur humain. Entre les années 1880 et 1920, cette compagnie-là a transporté des centaines de milliers d'immigrants. Wow! Des populations entières? Des gens qui quittaient l'Europe pour l'Amérique du Nord. On parle de voyages difficiles, super longs, où la fiabilité du navire, c'était carrément une question de vie ou de mort. Fait que leurs navires ont littéralement façonné la démographie nord-américaine. C'est fou quand on y pense. C'est un héritage immense. Mais ce qui me fascine le plus, c'est la transition. Le document explique qu'ils ont survécu à 2 guerres mondiales, puis à l'effondrement de cette migration de masse-là quand les États-Unis ont imposé des quotas dans les années 1920. Oui, le marché a complètement changé. Puis ensuite, l'aviation commerciale est arrivée. Fait que c'est dans les années 1960 qu'ils font ce pivot pour devenir une ligne de loisirs premium. Un virage à 180 degrés. Si on utilise une image, c'est comme si une entreprise qui fabriquait des grosses bottes de travail ultra robustes réussissait à se transformer en fabricant de chaussures de ville sur mesure de haute couture. L'analogie est excellente. Puis, tout comme un grand fabricant de chaussures, ils n'ont pas renié leur passé. Ils ont gardé la fiabilité au cœur de leur offre. C'est vrai. C'est d'ailleurs ce qui rend leur acquisition par Carnival Corporation en 1989 si intéressante. Ah, parce que d'habitude, quand un conglomérat achète une marque historique, il y a une dilution, non? On standardise tout pour faire des économies d'échelle. Exactement, c'est le modèle classique. Mais ici, l'acquisition a servi de bouclier. Ça a fourni le capital massif nécessaire pour survivre, tout en laissant la marque, qui est aujourd'hui basée à Seattle, conserver jalousement son esthétique. Son côté très patrimonial néerlandais. Oui, et surtout sa culture de la lenteur. Et c'est en plein là que j'ai bloqué en lisant le rapport. J'ai regardé les chiffres de leur flotte actuelle en 2026,
Puis ça m'a semblé complètement contre-intuitif. Ah oui, les fameux chiffres de la flotte. Ils ont seulement 11 navires. Les plus récents, la classe Pinnacle, comme le Rotterdam, qui a été livré en 2021, accueille environ 2668 passagers. Ce qui est déjà petit pour l'industrie d'aujourd'hui. Ben oui, mais le reste de la flotte est encore plus petit. La classe Rotterdam de la fin des années 90 plafonne à 1432 passagers. Et le détail qui tue, ils n'ont aucun nouveau navire en commande. Zéro. C'est un fait marquant du report. Mais n'est-ce pas un aveu de stagnation? Comment on peut être compétitif en 2026 quand on garde en service un navire de la classe Vista qui date de 2002? Ben, c'est la réaction instinctive que la plupart des analystes financiers auraient au premier coup d'œil, c'est clair. Ne pas construire, ça semble être un signe de faiblesse. Sauf qu'il faut comprendre la mécanique des dépenses en capital, ce qu'on appelle le CAPEX en finance, par rapport à l'excellence opérationnelle. OK, explique-moi ça. Construire un méga navire aujourd'hui, ça coûte bien au-delà d'1 milliard de dollars. Ça crée une pression d'endettement tellement énorme que ça oblige la compagnie à entasser 5000 personnes à bord. Et à leur vendre des extras tout le temps pour rentabiliser l'investissement? C'est exactement ça. Donc, en refusant cette course à l'endettement-là, Holland America enlève cette pression financière. Précisément. C'est un produit qui est arrivé à maturité. Mais au-delà de la finance, il y a la physique de la navigation. La petite taille de ces navires-là, c'est un atout stratégique absolument majeur. Ah, parce qu'ils sont plus agiles. Un navire de la classe Vista, avec un tonnage d'environ 82 000 tonnes, ou un volet de dame à 61 000 tonnes, ça possède un tirant d'eau beaucoup moins profond qu'un géant moderne de 150 000 tonnes. Ce qui veut dire concrètement qu'ils peuvent aller là où les autres ne peuvent pas. Exactement. Ça permet d'accéder à des baies reculées, de naviguer dans des canaux super étroits ou de s'amarrer dans des ports exclusifs en plein centre-ville. Contrairement aux autres. Oui. Les méga-navires sont souvent obligés de rester en large ou d'aller dans des terminaux industriels loin de la ville. Ah, je vois. Fait que c'est si on veut offrir des itinéraires exploratoires en Polynésie ou dans des petits fjords, on a besoin de cette machinerie-là. Remplacer ces vieux navires par des plus gros, ça détruirait littéralement le produit qu'ils vendent. OK, d'accord, je comprends mieux la logique physique et financière. Mais si on a des navires plus petits, l'espace à l'intérieur devient extrêmement précieux. On peut pas se permettre de gaspiller des mètres carrés. Non, chaque centimètre compte. Puis c'est là que leur stratégie de divertissement m'a frappé. Le rapport parle longuement de leur concept de Music Walk. Un concept très distinctif. Ça n'est pas du tout le grand théâtre clinquant habituel avec des magiciens et des danseurs à plumes. C'est structuré comme si on offrait, un laissez-passer VIP pour le quartier des arts d'une métropole, mais sur l'océan. C'est une super bonne façon de visualiser. Et c'est complètement voulu. Le Music Walk, c'est une conception architecturale chirurgicale. Chirurgicale, carrément. Oui, surtout sur les navires récents de la classe Pinnacle. Au lieu d'une immense salle qui sert à tout faire, ils ont divisé l'espace en institutions spécialisées. Comme le Lincoln Center Stage, par exemple. Exact. C'est un véritable espace de musique de chambre. On y trouve des musiciens de formation classique, des quatuors à cordes. Puis il y a aussi le B.B. King's Blues Club. Il fonctionne avec de véritables musiciens jouant le répertoire blues soir après soir. Et on n'oublie pas le Rolling Stone Rock Room pour le rock classique. Mais attends un peu. Engager de vrais musiciens classiques, payer les droits pour des marques énormes comme le Lincoln Center ou B.B. King, ça doit coûter une fortune en frais d'exploitation, là. C'est un investissement colossal, oui. Sans parler de leur collection muséale. Le guide d'Yvan Blanchette mentionne quand même 1920 œuvres d'art originales créées par des artistes de 150 pays. Sélectionnées avec soin par des historiens en plus. Fait que pourquoi investir autant dans des toiles et de vrais violonistes quand une simple piste audio préenregistrée ferait l'affaire pour la majorité des vacanciers? Parce que justement, ils ne visent pas la majorité des vacanciers. C'est ici que la stratégie devient vraiment brillante. Ah oui? Cet investissement massif dans des humains en direct et de l'art authentique, c'est pas juste une dépense de divertissement, c'est un mécanisme de filtrage. Un filtre psychologique? Tout à fait. L'emploi de musiciens de haut calibre et cette atmosphère intellectuelle, ça crée une barrière à l'entrée invisible. Ah, je comprends facilement. Ça repousse naturellement la clientèle qui cherche des soirées alcoolisées super bruyantes ou des concours de boulets de canon dans la piscine. Pour attirer magnétiquement une clientèle plus mûre. Une clientèle curieuse et prête à payer.
C'est ce qui justifie leur positionnement tarifaire premium, sans pour autant se basculer dans les tarifs complètement astronomiques de l'ultraluxe. Ça nous amène directement à la question de l'argent, parce que, tu sais, l'art nourrit l'esprit, mais cette clientèle cultivée-là s'attend aussi à très bien manger. La gastronomie est centrale, oui. Les restaurants de spécialité semblent très poussés. Le Pinnacle Grill pour des viandes de qualité supérieure, le Rudis sel de mer sur le nouveau Rotterdam qui fait de la haute cuisine française axée sur les fruits de mer. Il y a aussi le Tamarind pour les savoirs panasiatiques. Oui, et même des démonstrations culinaires avec America's Test Kitchen. Tout ça a un coût, et dans l'analyse, il y a un gros focus sur leur forfait appelé Have It All. Le fameux forfait modulable, oui. Il est proposé à 60 $ par jour s'il est acheté avant l'embarquement. C'est ici que je vais jouer l'avocate du diable. Je t'écoute. Quand on achète un billet de base chez eux, c'est pas du vrai tout inclus. La cabine et les repas principaux sont payés. Mais l'alcool, le Wi-Fi, les restaurants de spécialité et les excursions sont en supplément. C'est le modèle traditionnel, oui. Alors ce forfait Have It All qui regroupe un forfait boisson, le Wi-Fi pour un appareil, un crédit d'excursion de 100 à 300 $ et des accès aux restaurants payants, est-ce que c'est une vraie aubaine? Ou un tour de passe-passe marketing. Exactement. Est-ce que c'est juste pour masquer le vrai coût d'une croisière qui devient soudainement beaucoup plus dispendieuse? Ça soulève une question fondamentale sur la psychologie de la tarification. Mais quand on étudie les chiffres fournis par la source, on réalise que c'est une ingénierie tarifaire très intelligente. Prouve-le-moi. Prenons la mécanique de l'offre. Si un passager a l'intention de boire 2 verres de vin de bonne qualité au souper, de vérifier ses courriels chaque matin avec le Wi-Fi, de faire une sortie guidée à terre et de s'offrir un souper au Pinnacle Grill. Ça monte vite. Oui, s'il achète ces éléments à la carte une fois à bord, la facture va exploser bien au-delà des 60 $ par jour. Fait que pour ce type de passager urbain typique, l'économie est bien réelle. Elle est réelle et quantifiable. Mais la vraie beauté de ce système de tarification modulaire-là, c'est ce qu'il accomplit pour l'autre type de passager. Lequel? Imaginez quelqu'un qui ne consomme aucune goutte d'alcool, qui veut se déconnecter totalement d'Internet et qui préfère juste explorer les petits ports à pied par lui-même. Ah oui, le voyageur indépendant. Dans un navire de luxe, tout inclus traditionnel, le prix du billet de base est artificiellement gonflé pour couvrir le champagne à volonté et le Wi-Fi de tout le monde. Dans le fond, le non-buveur subventionne le buveur. Exactement. Ici, le tarif de base reste accessible et le passager choisit son niveau d'immersion. C'est une transparence qui respecte l'intelligence d'une clientèle mature. Faut croire que cette flexibilité-là est payante, surtout quand on observe où ils déploient toute cette artillerie gastronomique et culturelle. Oh, tu parles de leur marché principal. Oui, la frontière ultime, l'Alaska. Le guide mentionne qu'ils y sont présents depuis près de 80 ans. C'est énorme. Et l'infrastructure qu'ils possèdent là-bas en 2026, c'est tout simplement bluffant. Ils ne se contentent pas d'y envoyer des bateaux. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est comme si un visiteur recevait les clés privées d'un immense parc national avec son propre réseau de transport et d'hébergement, alors que le touriste moyen doit juste attendre dans la file du stationnement public. Ce que tu décris là, ça s'appelle l'intégration verticale. Et c'est la douve la plus large et la plus profonde qui protège leur château en Alaska. C'est un avantage concurrentiel si fort que ça? C'est presque impossible à répliquer aujourd'hui. Mais comment ça? N'importe quelle grosse compagnie avec des milliards pourrait juste construire un hôtel là-bas, non? Pas en Alaska, non. Obtenir des permis fonciers, négocier des droits de passage pour des voies ferrées près des réserves naturelles comme Denali, c'est un cauchemar logistique et écologique aujourd'hui. Ah, et Holland America le fait il y a décennies? Exactement. Fait qu'en 2026, ils possèdent leur propre train à dôme de verre, les McKinney Explorer. Wow! Ils possèdent le Holland America Denali Lodge, qui est d'ailleurs au beau milieu d'une expansion massive de 70 millions de dollars jusqu'en 2027. Juste pour ajouter des chambres et de la restauration de pointe, d'après le rapport. Oui. Ils contrôlent toute la chaîne d'approvisionnement du voyageur, du moment où il quitte le navire jusqu'à son arrivée au pied du glacier. Et l'analyse des RIA Voyages souligne un point majeur sur la manière dont ils animent cette infrastructure-là. C'est pas juste du transport de luxe. Il y a le programme Exploration Centrale, ou EXC. Ça, c'est fascinant. Ce sont pas des conférences ennuyeuses lues sur un téléprompteur par un membre de l'équipage. Ils font monter à bord des naturalistes locaux, des historiens et des membres des Premières Nations. C'est
fait un enrichissement intellectuel en continu. D'ailleurs, les nouveautés prévues pour 2026 illustrent super bien cette confiance-là. Il lance un circuit terrestre de 13 jours qui combine le Yukon et Denali en poussant jusqu'à Dawson City pour la ruée vers l'or. Une vraie plongée historique. Et sur l'eau, il y a cet incroyable itinéraire de 18 jours sur le Zaandam qui s'enfonce dans la forêt pluviale de Great Bear, tout ça pour chercher le rare ours esprit. Et ces itinéraires extrêmes-là révèlent vraiment la nature profonde de leur clientèle. Proposer des voyages de 13 ou 18 jours avec de longues journées d'apprentissage et de contemplation, ça prend un public particulier. Ça demande un public qui possède 3 choses: le temps, les moyens financiers et une immense curiosité intellectuelle. Ce qui nous amène au grand verdict du rapport. Sachant tout ça, les cabines bien pensées, les suites Neptune avec conciergerie, l'art, la musique de chambre et le monopole en Alaska. Le portrait est complet. Comment cette entreprise se mesure-t-elle face à une concurrence féroce en 2026 parce qu'on s'entend les options de croisière ne manquent pas? Le positionnement est devenu d'une clarté redoutable. Le document établit une cartographie très précise du marché. Faisons le tour. Prenons Princess Cruises, qui fait partie du même groupe mère. Princess possède légèrement plus de navires en Alaska, mais vise un profil différent. C'est un public un peu plus jeune, très axé sur la commodité technologique avec leur médaillon connecté Medallion Class. OK, et pour Celebrity Cruises? Celebrity investit massivement dans le design architecturel avant-gardiste et les bars à la mode. Et à l'autre bout du spectre? À l'autre extrémité, il y a Viking. Eux, ils proposent un environnement ultra strict, réservé aux adultes et sans aucun casino, avec une approche presque purement académique. Alors, qui réserve chez Holland America en 2026? Le rapport est sans équivoque. Ce sont les couples dans la cinquantaine et plus, les voyageurs en solo et les passionnés des très longs parcours. On parle de leur voyage légendaire, c'est ça? Oui, des itinéraires de 30 à 60 jours, voire les grands voyages de plus de 100 jours. C'est fait pour les gens qui recherchent la profondeur de l'expérience. Le temps de lire, le temps de savourer un repas de 2 heures sans avoir l'impression d'être dans un environnement guindé. Et sans payer les tarifs stratosphériques de l'ultra-luxe traditionnel. Et c'est ici qu'on touche à leur plus grand coup de génie stratégique. Ah oui, lequel? La force d'une marque ne se mesure pas seulement à ce qu'elle choisit d'inclure, mais surtout à ce qu'elle choisit d'exclure. C'est le pouvoir du refus. Le pouvoir du refus, comme en refusant d'installer de grandes garderies à bord. Exactement. En ignorant les glissades d'eau, l'entreprise accepte, en toute conscience, de perdre le marché des jeunes familles nombreuses. C'est un sacrifice commercial calculé, dans le fond. Tout à fait. En éliminant cette frange-là de la clientèle, ils garantissent à leur public cible le calme absolu et l'espace intellectuel qu'ils recherchent. Fait que, qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous? Quand on rassemble toutes les pièces de cette fine analyse du vent Blanchette, la conclusion saute aux yeux. Elle est frappante. L'étude de ce modèle d'affaires prouve qu'au lieu de paniquer face à chaque nouvelle tendance, de vouloir plaire à tout le monde en rajoutant des gadgets sur des navires toujours plus gros, Holland America prospère grâce à une recette de 150 ans. C'est la constance qui paie. Le secret de leur pertinence en 2026, c'est la maîtrise totale d'un rythme serein, de la logistique d'une véritable musique humaine et d'une emprise territoriale inégalée dans des environnements complexes comme l'Alaska. Et cette analyse-là nous démontre concrètement que le refus de la surcharge sensorielle, c'est pas une stratégie du passé. Au contraire, c'est devenu une proposition de valeur incroyablement rare et désirable. L'antitendance est devenue une forteresse commerciale. C'est très bien dit. C'est un rappel puissant que pour une partie très importante de la population, les vraies vacances ne consistent pas à cocher le plus grand nombre d'activités à la minute. Surtout pas. C'est s'asseoir devant un bon repas de fruits de mer, écouter le souffle d'un violoncelliste au Lincoln Center Stage et avoir le luxe d'observer un glacier en mouvement sans qu'une alerte téléphonique ne vienne briser le moment. Savoir que ne pas construire de nouveaux navires est en fait une décision brillante pour protéger l'accès physique aux petits ports, ça force le respect et ça change complètement notre façon de voir la croissance. Absolument. Et si on prend un peu de recul pour regarder la situation dans son ensemble, ça nous amène à une réflexion finale vraiment intrigante, qui émerge naturellement de toutes ces sources. Oh, je t'écoute! Réfléchissons au contexte dans lequel nous nous trouvons en cette année 2026. Nous baignons dans l'intelligence artificielle générative. C'est partout. Tout est automatisé, tout est numérique, immédiat, reproductible à l'infini et souvent artificiel.
Face à cette déferlante technologique qui envahit notre quotidien, le véritable sommet du luxe n'a peut-être plus rien à voir avec des écrans plus grands ou des applications plus rapides. Tu veux dire que le luxe, ça devient l'humain? Le luxe ultime de notre époque, c'est l'interaction humaine pure. C'est le fait d'écouter un véritable artiste transpirer sur son instrument, d'admirer les coups de pinceau imparfaits d'une toile originale ramenée de l'autre bout du monde. C'est magnifique, vu comme ça. C'est la rareté d'une conversation ininterrompue avec un expert local face à une montagne. Dans un monde de plus en plus virtuel et pressé, le droit de s'accorder du temps authentique est devenu le privilège le plus convoité. Une réflexion que je trouve absolument fascinante pour quiconque planifie sa prochaine véritable évasion. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aéria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.